L'armée chinoise est entrée dans Pékin il y a 1 heure. Des milliers de soldats sans armes avancent vers la place Tiananmen bourrée de manifestants. Élections historiques dimanche en Pologne. Le premier scrutin législatif ouvert à l'opposition favoriserait solidarité aux dépens du régime. Semaine folle à Moscou au congrès des députés du peuple. Les nouveaux élus malmènent la langue de bois et tous les tabous de l'histoire soviétique. Le RPR en proie à ses courants, séminaire à huis clos demain pour ressouder le mouvement sous la houlette de Jacques Chirac. Roland Garros sous la pluie, une bonne partie de la journée, quelques rencontres entre les gouttes. Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a 1 heure à Pékin, l'armée a fait son entrée dans le centre de la ville. Il est 3 heures du matin là-bas. Des milliers de soldats sont en train d'avancer, sans armes apparentes en tout cas, vers la place Tiananmen. Après des semaines de contestation à ciel ouvert, le régime semble donc passer à l'offensive. Plus tôt dans la soirée, malgré la loi martiale, des centaines de milliers de manifestants s'étaient massés à nouveau place Tiananmen pour soutenir 4 protestataires qui avaient commencé une grève de la faim contre cette loi martiale. Quelle est la situation exacte à Pékin? Le point par téléphone avec Bruno Ledreff. L'armée populaire de libération chinoise vient donc de pénétrer dans le centre de Pékin alors que les étudiants occupent la place Tiananmen depuis près de 3 semaines. Une intervention qui a immédiatement mobilisé la population de la ville. Depuis l'endroit où je me trouve, je vois des milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes se précipiter vers la place Tiananmen à bicyclette ou à pied. Les soldats ne semblent pas armés. Ils se sont dirigés en défilant vers Tiananmen. C'est la 3e fois en 2 jours que l'on voit des soldats en uniforme dans le centre de la capitale chinoise. Hier, le journal de l'armée nationale populaire publiait d'ailleurs des photos en indiquant que 150 000 à 200 000 hommes de troupes se tenaient prêts à faire appliquer la loi martiale qui avait été décrétée il y a exactement 1 semaine et 1 jour par le Premier ministre Li Peng. Oui, s'il y a donc du nouveau à Pékin dans la demi-heure qui vient, Bruno Ledreff s'efforcera sûrement de nous rappeler. Tout arrive à l'Est, même un début de pratique démocratique. En Pologne, dimanche prochain, aura lieu le premier tour d'élections législatives sans précédent. Pour la première fois dans un régime communiste, elles sont ouvertes à l'opposition. Le scrutin ne sera que partiellement libre pour la Diète, puisque l'opposition y sera limitée, quel que soit son score, à 35% des mandats, mais le Sénat, lui, sera librement élu. Les candidats du pouvoir et ceux de Solidarité s'affrontent dans une campagne courtoise mais passionnée qui semble tourner à l'avantage des partisans de Wałęsa. Sur place en Pologne, Jacques Merlino a suivi un candidat de chaque camp. Zbigniew Jonas a pour sa petite fille une affection particulière. C'est pour elle qu'il a mis fin à 3 années de clandestinité, prenant le risque d'aller en prison. Ouvrier électricien, il fut l'un des fondateurs de Solidarité et est aujourd'hui candidat député à Varsovie. Grégory Tuderek se présente lui aussi pour la première fois à des élections. Candidat présenté par le Parti communiste, dont il est membre depuis 23 ans, il se lance dans la bataille sans état d'âme. Directeur général d'une grande entreprise, il dispose de tous les avantages de sa position. 2 hommes, 2 campagnes, au style bien différent. Le candidat de Solidarność fait 2 ou 3 meetings par jour, allant dans les coins les plus reculés de sa circonscription. Sur des estrades improvisées, il s'efforce d'abord de lutter contre l'abstention et tente ensuite de persuader ses auditeurs que le chemin vers la démocratie est ouvert, mais qu'il faut rester vigilant. Une volonté qui parfois se heurte à beaucoup de méfiance. Tout ça c'est bien beau, dit cet homme, mais qu'est-ce qui nous garantit qu'après les élections, il n'y aura pas de nouveau la loi martiale? Le candidat de la coalition gouvernementale s'y prend autrement pour séduire ses électeurs. Il fait appel à des clowns pour attirer les familles, distribue stylos et badges et explique qu'il est bien placé pour rendre de nombreux services. À côté de lui, un candidat communiste au Sénat n'hésite pas à utiliser les couleurs du drapeau américain et la photo de George Bush pour convaincre de son ouverture et de sa modernité. Modernité, c'est le maître mot de Grégory Tuderek. Un auditoire clairsemé, il vante ses qualités de gestionnaire, évitant soigneusement tout sujet véritablement politique, même si parfois
on le contredit assez vigoureusement. Nie, proszę pana, może pan sprawdzić. Zyski się ze strat nie biorą. Vous dites que votre entreprise fait des bénéfices, mais en vérité, vous vivez avec les subventions de l'État, soutient cet homme. Quelle est aujourd'hui la différence essentielle entre un communiste et un membre de Solidarność? Il n'y a aucune différence entre les deux, car ils sont tous les deux polonais. En ce qui concerne les programmes, ils se ressemblent beaucoup, ils sont presque semblables. Il y a simplement des différentes approches ou de choix d'action à entreprendre. Est-ce que vous pensez qu'il y a des bons communistes, des communistes honnêtes en Pologne? Ja tam takich nie spotkałem. Je ne les ai pas rencontrés et je ne sais pas ce que c'est qu'un vrai communiste. Ici, nous ne connaissons que des communistes issus de l'époque stalinienne. No jakby takich wywodzących się z tego komunizmu realnego. Et c'est vrai que dans cette campagne électorale, la première, entièrement libre depuis plus de 40 ans, chacun retient ses coups. L'opposition n'utilise pas les arguments de corruption d'incompétence à l'égard du pouvoir. Le pouvoir lui-même ne souligne pas toutes les ambiguïtés du mouvement Solidarność. C'est que, de part et d'autre, on sait que pour quelques années encore, on a besoin de l'autre, même si on le déteste. En Union soviétique, la vie collective et les conversations sont véritablement suspendues depuis plusieurs jours au débat du Congrès des députés du peuple. Des propos invraisemblables avant les dernières élections ayant été tenus qui remettent en cause quelques-uns des dogmes ou des piliers du système, comme le KGB, qui bouscule les tabous. Un député a même demandé que la dépouille de Lénine quitte la place rouge. Et une commission d'enquête parlementaire vient d'être créée. Sur quoi ? Sur l'accord secret conclu entre Hitler et Staline pour se partager l'Europe. Michel Monpontet. Depuis une semaine, en direct à la télévision, 200 millions de soviétiques assistent éberlués au plus formidable des feuilletons qui leur ait jamais été donné de voir. Tout y est. Rebondissements, trahisons, manœuvres, découvertes, surprises et heureux dénouements. Les Dallas et dynasties de l'Ouest sont battus à plate couture. Mais ici, en plus, le spectacle est à l'échelle de l'État. Un État gigantesque qui semble réapprendre son histoire et découvrir le goût spécial de la démocratie. Les personnages, Mikhail Gorbatchev en maître d'école qui tente de se faire entendre. Face à lui, 2250 députés fraîchement élus, tout aussi turbulents que leurs confrères de l'Ouest. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui parlent ici ? Moi, je viens de Lituanie et c'est pas pour rien, j'espère. Mais ici, vous êtes libre, répond Gorbatchev, que ceux qui veulent prendre la parole lèvent un papier blanc. Pour commencer bien, ça commençait bien. Et durant toute la semaine, dans un formidable déballage, les tabous les plus sacrés de l'Union soviétique vont voler en éclats. Le KGB, trop de pouvoir. Les nationalités étouffées. L'armée trop coûteuse, mal armée. Notre éducation en faillite depuis 20 ans. Rien n'est épargné, pas même l'histoire. Staline et Hitler ont pactisé sur le dos des pays baltes en 1939. Enfin, la dépouille de Lénine doit être enlevée du mausolée de la place rouge, rien de moins. C'était en direct une semaine de psychanalyse à l'échelle d'un État. Après la Chine, la Pologne, l'Union soviétique, l'histoire qui bouge ainsi à l'Est, arrêtons-nous maintenant sur l'histoire d'une femme. Il y a des vies comme ça que l'actualité balaie brutalement pour les oublier aussitôt et qui ressemblent à de mauvais mélos. Ainsi, Jocelyne Ceccarelli, cette jeune femme de 23 ans, en prison depuis hier, soupçonnée d'avoir voulu tuer son enfant qu'elle prétendait disparu. Jocelyne a été abandonnée à la naissance. C'est une enfant de la DAS, adoptée à l'âge de 13 ans, soignée au neuroleptique après une grave dépression et victime il y a quelques mois d'une tentative de viol. Elle aurait voulu se débarrasser de son petit garçon pour blesser son mari. Patrice Velay a rencontré sa mère adoptive qui tente de comprendre. Jocelyne Ceccarelli n'est pas née du bon côté des choses. Adoptée à 13 ans, une enfance de nourrice en centre spécialisé, de médecin en neurologue, toujours à la recherche de son équilibre psychologique. Une grossesse très difficile, 6 mois alitée, une tentative de viol il y a moins d'1 an. Trop plein de malheur pour Jocelyne. Dans sa famille, personne ne comprend son acte, mais personne ne la juge. Elle doit être dans un état effroyable.
parce qu'elle se culpabilise. Et là, ce dont je suis sûre, c'est qu'on peut n'importe quoi lui demander pour se culpabiliser, pour se punir, elle dira oui. Je ne sais pas ce que les policiers lui ont demandé, mais je suis sûre, s'ils lui ont demandé ceci, cela, est-ce que vous l'avez fait? Oui. Est-ce que vous avez voulu vous tuer l'enfant? Oui. J'ai voulu le tuer. Elle est en véritable crise. Et c'est pourquoi je comprends très bien que qu'elle ne soit pas près des enfants, et c'est pas moi qui, même si elle était libérée ou autre, qui lui donnerait les enfants. Loin de ça. Parce qu'on les aime, ces poupons, et on trouve qu'elle ne peut pas s'en occuper. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. On lui remettrait pas entre les mains. Mais par contre, elle a besoin d'être soignée. C'est des pulsions, mais elle était normale. Elle avait manqué d'affection, était avide d'affection. Elle voulait qu'on l'aime et elle voulait donner beaucoup d'amour. Les Ceccarelli, un couple tranquille, au moins pour les voisins, mais une vie perturbée par les troubles psychiques de Jocelyne. Pourtant, elle faisait tout pour ses enfants, affirme la famille. Alors pourquoi l'abandon de Raphaël? C'était le préféré de mon mari, aurait confié la jeune mère aux policiers. Toujours en observation, à l'hôpital, l'enfant fera l'objet d'une décision de justice, comme sa sœur Béatrice. La garde au père, si celui-ci s'engage à les séparer de leur mère, ou alors un placement auprès de l'assistance publique. Le financement des partis politiques, à nouveau sur le métier. Le Premier ministre demande au ministre de l'Intérieur d'étudier un avant-projet de loi sur la question qui sera discuté selon les termes de sa lettre en dehors de tout contexte électoral. À l'Assemblée nationale, le débat sur le projet de loi Joxe sur l'immigration a repris lentement. Le RPR et l'opposition ont choisi la tactique de l'enlisement, imitée à leur tour par les socialistes et les communistes qui étaient totalement absents une partie de l'après-midi. Le RPR paraît au fil des semaines tiraillé entre des courants divergents. Il y a les rénovateurs, les réformateurs, les régulateurs, de quoi y perdre le sens de l'ordre et de la discipline, pourtant traditionnels dans le mouvement. Demain, à huis clos, Jacques Chirac réunit un séminaire dit de réflexion. Objectif, resserrer les boulons et répondre aux inquiétudes des militants de base qui sont un peu perplexes, comme ceux que Laurent Boussiat a rencontrés dans 2 fédérations, dans la Sarthe et en Seine-Saint-Denis. Réformateurs, rénovateurs, transcourants, au RPR, l'écart se creuse entre ceux qui voudraient voir le parti gaulliste redevenir un grand rassemblement populaire de droite et ceux qui se sentent plus proches d'un libéralisme centriste. Un écart idéologique doublé d'un écart géographique. C'est ici, en région parisienne, que l'on rencontre le plus grand nombre de députés et de militants partisans d'une ligne dure. Pour eux, le consensus mou, ça suffit. Il faut qu'on relance le RPR, il faut qu'on fasse repartir l'opposition, qu'en l'occurrence on est tous derrière Chirac, qu'il faudrait donner des vitamines à Chirac, c'est vrai. C'est Charles Pasqua qui l'a dit, c'est pas parce qu'il n'y a pas de majorité qu'il ne faut pas qu'il y ait d'opposition. Quant aux rénovateurs... Moi je suis comme la plupart des Français, je les ai déjà oubliés. Au fur et à mesure, on se demande si ces hommes-là ne sont pas en train de jouer un jeu personnel plutôt que d'essayer de marcher tous dans le même sens derrière Chirac. À l'autre bout de la galaxie gaulliste, le plus souvent en province, les rénovateurs se posent des questions. S'ils refusent pour le moment l'idée de scission, on peut se demander comment ils se sentent à l'intérieur du parti. Plutôt mal, le RPR est en crise, il cherche son orientation, il a beaucoup changé par rapport à ce qu'il était à l'origine. Nous essayons d'y faire entendre des voix différentes. Les habitudes, pour le moment, permettent difficilement cette ouverture, cet affrontement de tendances. Nous essayons donc de travailler à la réforme du mouvement. Pour le moment, c'est assez difficile. Je dirais que je me sentirais mieux si le RPR s'ouvrait un peu plus. Il faudrait des statuts beaucoup plus souples qui permettent à chacun de s'exprimer en fonction de ces différentes tendances, justement. Pour éviter les cassures, Jacques Chirac devra demain faire la synthèse de toutes ces tendances. Il peut y arriver, à condition d'avoir enfin digéré son échec aux dernières présidentielles. Élections européennes, clôture ce soir du dépôt des candidatures. 15 listes s'affronteront finalement pour les principales d'entre elles. Le dernier sondage Ipsos Le Point donne les listes Fabius et Giscard à égalité à 27%. Légère baisse donc pour la liste socialiste, hausse pour la liste de l'ancien président. Selon ce même sondage, la liste des Verts avec 13% dépasserait d'un point la liste de Simone Veil avec 12%, 11% encore pour le Front National et 6% pour la liste communiste. Au centre, Madame Simone Veil continue de faire campagne avec entrain. Véronique Saint-Olive l'a suivie en Bretagne et en Charente aujourd'hui.
6 heures du matin, à la criée de Saint-Guénolé, le cours du bar monte, le cours du bar baisse. Simone Veil, elle, aime tous les poissons, pourvu qu'ils soient frais. Tout au long de sa journée en Bretagne, la tête de liste centriste s'est oxygénée de l'air du temps et des sondages favorables. Elle n'a pas peur du flux et du reflux, elle pêche en eau profonde, hors des structures politiques, dans un électorat éparpillé. Il y a un certain nombre d'électeurs qui sont au fond un peu hésitants, qui ne savent pas très bien où ils se situent, tous les sondages le montrent, et qu'une seule liste de l'opposition, qui se présente comme une liste de droite, ne capterait pas cet électorat. À Port-Salle, là où la Mococadis s'est échouée il y a 11 ans, Simone Veil parle de l'environnement. Pour elle, un combat pour l'avenir de l'humanité qu'elle souhaite mener avec tous. En Vendée, Simone Veil parle agriculture et quotas laitiers. On l'interpelle, elle répond toujours sur le fond. Et les poseurs de questions se fatiguent toujours, les premiers. Pierre Méhaignerie met lui aussi la main à la pâte. Voilà, c'est bien. Elle pourrait être mieux présentée. Il répond à Valéry Giscard d'Estaing et Alain Juppé qui accusent la liste centriste de division. L'union, pour moi, je la vois demain, non pas construite sur le sable des ambitions personnelles de tel ou tel, mais sur le roc du courage et du renouveau de la vie politique française et de l'opposition. Simone Veil continue une campagne sereine, sans surprise, et chacun la trouve là où il l'attend. Ce soir, comme tous les vendredis, coup de projecteur sur un candidat hors norme, entendez, hors carrière politique classique. Ce soir, un homme qui fit longtemps partie de la Grande Muette, conseiller de 2 présidents, le général Janou Lacaze, en 7e position sur la liste Giscard. Laurent Boussier. 1985, le général Lacaze, chef d'état-major des armées, participe à son dernier grand défilé en compagnie de François Mitterrand. 1989, Janou Lacaze, colistier de Valéry Giscard d'Estaing pour les élections européennes, vient faire campagne à Poitiers. Placé en 7e position sur la liste UDF-RPR, il est pratiquement assuré d'être élu député européen. Entre le militaire qui a passé 45 ans au service de la défense et l'homme politique qui apparaît, une décision mûrement réfléchie. J'ai toujours été un Européen convaincu. Et lorsque le président Giscard d'Estaing m'a contacté pour me demander si j'étais d'accord pour être inscrit sur sa liste et m'occuper plus spécialement des problèmes de la défense, j'ai estimé que ce serait intéressant pour moi de le prendre à cet échelon. Entre 1985 et 1989, cet homme qui a gardé de son passage dans les services de renseignement le goût du secret aura été le conseiller spécial de 4 ministres de la Défense. Grand spécialiste de l'Afrique, il est à l'origine des récentes déclarations de Giscard sur l'armée de métier. À Strasbourg, il s'occupera évidemment des problèmes de défense européenne, mais il compte bien ne pas se limiter à ce dossier. Ce à quoi je suis très attaché, c'est le problème de l'environnement, de la défense de la nature et même de la défense des animaux, car j'estime qu'il y a là un véritable problème. Libéré depuis 48 heures du devoir de réserve, celui que l'on appelait le Sphinx apprend aujourd'hui la politique. Un métier où, à l'inverse de ce qu'il a fait pendant 45 ans, il lui faudra beaucoup parler. Et pour parler de l'Europe plus concrètement, éloignons-nous de la campagne et retournons à l'école. Une école un peu particulière, un collège en banlieue parisienne où fonctionne une classe de 6e intitulée 6e européenne. C'est une classe où on étudie l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Patrick Reslov. I can see a policeman. ¿A dónde van los chiquillos y los perros? Eike und ihre Mutter fahren. Jean-Patrick est déjà à sa manière un Européen. À 12 ans, à peine sorti de l'école primaire, il étudie, comme tous les élèves de sa classe, l'anglais, mais aussi l'allemand et l'espagnol. Toute la classe participe, les enfants sont très motivés. Hola Natalia. J'aimerais bien faire comme métier interprète ou journaliste et ce sont des métiers en rapport avec les langues. Apprendre 3 langues, ça offre plus de débouchés. L'anglais c'est bien, mais il faut connaître d'autres langues parce que ça ne suffit pas. 6 heures de langue par semaine, mais également 1 heure de cours sur les États membres de la communauté. La vie des gens, les coutumes, les rythmes scolaires à l'étranger. Sans oublier un voyage d'études dans chacun des 3 pays. Une véritable culture européenne. On a pris les bus à 2 étages. Le soir, on a mangé des flageolets avec du ketchup.
À cet enseignement particulier s'ajoutent bien sûr toutes les matières du programme de 6e. En tant que parent, je me suis aperçu qu'il avait quand même beaucoup plus de travail que des camarades qui sont en 6e normale. Mais par contre, ça lui plaît beaucoup et ça lui donne le goût des voyages et des connaissances des autres pays. Pour nos enfants, compte tenu de l'ouverture des frontières en 92, je crois que c'est une très grande chance. Actuellement, sur les 29 élèves en fin de 6e, 2 seulement ont quelques difficultés à suivre. Dans 2 ans, au programme, une 4e langue. Un exemple d'avant-garde, sachant qu'en France, 9 élèves sur 10 font de l'anglais en première langue et certains n'en apprendront pas d'autres. Pas de chasse aux sorcières à la tête des sociétés nationalisées. Les mandats des présidents arrivent à échéance, mais il semble que les changements seront finalement assez limités et étalés dans le temps, Claire Chazal. Heureux et sereins, ces PDG ont la confiance du pouvoir et seront à coup sûr reconduits pour 3 ans. Jean Perlevat, d'abord, patron de l'UAP, un ami politique, mais aussi un président indépendant et efficace. René Thomas, ensuite, le PDG de la BNP, proche du Parti Socialiste, ou encore Jean Gandois, qui sort finalement indemne du rachat de l'américain Triangle par son entreprise Péchinet. Certains patrons, en revanche, ont dû se cramponner à leur fauteuil, mais ils devraient finalement le conserver. Michel Albert, aux AGF, Alain Gomez, chez Thomson, à qui l'on reproche sa participation à l'affaire Péchinet, mais aussi les libéraux Jean-René Fourtou, qui garderait Rhône-Poulenc, malgré son attachement passé à la privatisation, ou François Elbronner, patron du GAN, qui a su récemment donner quelques gages sur la Société Générale. Les PDG malheureux seront finalement assez peu nombreux. Jean Saint-Jour vient d'abandonner le CIC et Michel Pecker a laissé la place à Loïc Le Floch-Prigent à la tête d'Elf Aquitaine. Ce sont surtout dans les états-majors des petites banques que l'on pourrait souffrir, à la Marseillaise de Crédit ou encore à la Banque Hervé. Le président Mitterrand a inauguré cet après-midi à Paris le nouveau siège de la Mutualité française, l'occasion de rendre hommage à l'action des mutualistes et de souligner aussi la priorité de l'Europe sociale. Anne Poncinet. Solidarité et Europe, les 2 principaux thèmes abordés cet après-midi par François Mitterrand à la Mutualité. Arrivent à échéance, mais il semble que les changements seront finalement assez limités et étalés dans le temps, Claire Chazal. Heureux et sereins, ces PDG ont la confiance du pouvoir et seront à coup sûr reconduits pour 3 ans. Jean Perlevat, d'abord, patron de l'UAP, un ami politique, mais aussi un président indépendant et efficace. René Thomas, ensuite, le PDG de la BNP, proche du Parti Socialiste, ou encore Jean Gandois, qui sort finalement indemne du rachat de l'américain Triangle par son entreprise Péchinet. Certains patrons, en revanche, ont dû se cramponner à leur fauteuil, mais ils devraient finalement le conserver. Michel Albert, aux AGF, Alain Gomez, chez Thomson, à qui l'on reproche sa participation à l'affaire Péchinet, mais aussi les libéraux Jean-René Fourtou, qui garderait Rhône-Poulenc, malgré son attachement passé à la privatisation, ou François Elbronner, patron du GAN, qui a su récemment donner quelques gages sur la Société Générale. Les PDG malheureux seront finalement assez peu nombreux. Jean Saint-Jour vient d'abandonner le CIC et Michel Pecker a laissé la place à Loïc Le Floch-Prigent à la tête d'Elf Aquitaine. Ce sont surtout dans les états-majors des petites banques que l'on pourrait souffrir, à la Marseillaise de Crédit ou encore à la Banque Hervé. Le président Mitterrand a inauguré cet après-midi à Paris le nouveau siège de la Mutualité française, l'occasion de rendre hommage à l'action des mutualistes et de souligner aussi la priorité de l'Europe sociale. Anne Poncinet. Solidarité et Europe, les 2 principaux thèmes abordés cet après-midi par François Mitterrand à la Mutualité française. C'était aujourd'hui l'inauguration de ces nouveaux locaux situés dans le 15e arrondissement de Paris. Le président a rendu hommage à l'œuvre de solidarité de la Mutualité et tenté de rassurer son président Jean Telade sur la construction de l'Europe sociale. Arrivé aujourd'hui à Nouméa de Louis Le Pinsec, une visite de 3 jours qui tombe en pleine campagne électorale régionale. Après Jacques Lafleur, aujourd'hui, le ministre des Dom-Tom recevra demain une délégation du FULC, l'organisation à laquelle appartenaient les assassins de Jean-Marie Tjibaou et Yewene Yewene. Voici les premières images de Davao, Philippines, où un glissement de terrain a dévasté mardi dernier une mine d'or.
Le bilan provisoire fait état de 11 morts, mais plusieurs centaines de personnes sont encore ensevelies. 200 logements très précaires abritant des mineurs et leurs familles ont été balayés par la coulée de boue. Depuis quelques jours, heureusement, il y a moins d'agressions signalées dans les trains et dans le métro, mais l'insécurité demeure dans les têtes. Christophe Martet et Roger Motte ont suivi l'une des brigades d'intervention qui patrouillent dans le métro parisien, devenu, il faut le dire, le carrefour souterrain de la drogue. Leur reportage. Ligne 9, station Oberkamp, il est 19 h. Un vendeur de drogue, un dealer communique avec force geste ses informations à un complice sur le quai d'en face. Autour de lui, plusieurs vendeurs ou acheteurs. Le chef de station les connaît bien, mais avoue son impuissance. À Oberkampf et Saint-Ambroise et le secteur environnant, on a à peu près la présence d'une centaine de dealers tous les soirs. Et ça pose réellement des problèmes de sécurité? Alors oui, ça en pose. Alors déjà pour les voyageurs et pour les agents qui travaillent dans ces stations, qui sont pas rassurés. Il y a des agressions, au niveau des conducteurs, il y a des coupures de courant, il y a toute une gêne en plus des agressions. Mais vous, en tant que chef de station, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas grand-chose. Le trafic de drogue, spectacle nouveau dans le métro, cristallise toutes les peurs des agents de la RATP. Beaucoup admettent aujourd'hui que la situation peut devenir explosive. Le métro, bon, il n'est pas fréquenté par la même personne. Maintenant, c'est devenu presque des lieux de rendez-vous, hein, ce qui n'était pas avant. Alors, ce qui fait que si on laissait faire sans arrêt, bon, je sais pas, j'ai déjà appelé le métro des États-Unis, bon, ça m'embêterait quand même qu'en France, on arrive au même niveau que le métro de New York. Vous sentez que maintenant, il y a plus d'insécurité? Ah, pour moi, oui, même les voyageurs, on le sent très bien. Hein. Ils veulent rester anonymes, ce sont les membres de la brigade d'intervention du métro. 300 agents civils mais armés pour surveiller les quelques 360 stations du réseau. Leur quotidien, les vendeurs de tickets à la sauvette, les marchands ambulants ou encore les voleurs à la tire. Il y a 6 ans, lorsque je suis rentré à la brigade de surveillance du métro, lorsque nous interpellions un voleur à la tire, un agresseur, ces gens-là, avec une idée en tête, c'est de prendre la fuite. Maintenant, ces gens-là ne prennent plus la fuite, ils nous font face. Je n'ai jamais utilisé mon arme, bien qu'en depuis 1 an et demi, j'ai été menacé 3 fois d'un cutter. 7 à 8 agressions quotidiennes pour 4,5 millions de voyageurs, le métro parisien reste l'un des plus sûrs du monde. Pourtant, chaque incident, chaque agression résonne un peu plus fort parmi les agents de la RATP qui réclament des mesures urgentes pour lutter contre l'insécurité. À Roland-Garros, plus de gouttes de pluie que de balles dans le cours aujourd'hui, mais quelques rencontres ont eu lieu quand même, Jean Mamère, et en ce moment, les deux Français s'affrontent, Thierry Tulane et Jean-Philippe Fleurian. Effectivement, la pluie n'a pas empêché le début de cette rencontre entre Jean-Philippe Fleurian et Thierry Tulane. Je vous propose d'ailleurs d'aller tout de suite sur le central. Il y a eu un premier set qui se déroule entre les deux joueurs très serré, puisque les deux joueurs en sont en ce moment au tie-break du premier set et que Fleurian mène 1-0 dans ce tie-break, jeu décisif pour parler français, dirons-nous. Un premier set assez tendu entre le 126e joueur mondial, qui est Jean-Philippe Fleurian, en fond de votre écran. Là, c'est Thierry Tulane que vous découvrez, qui lui est 200e joueur mondial. Fait amusant ou plutôt grave pour Thierry Tulane, alors qu'il est servi pour le 7, il a perdu son service, il venait juste auparavant de prendre le service de son adversaire. Une partie, je dirais, de joueurs de fond de cours, c'est classique pour Thierry Tulane. Jean-Philippe Fleurian sait qu'il joue gros ce soir sur ce central. Il hésite peut-être à lâcher ses coups et à lâcher vraiment son jeu. Il monte parfois au filet, mais c'est jusqu'à présent lui qui s'est montré le plus offensif des deux joueurs. Thierry Tulane est tendu également. Il sait qu'il a fait un bon premier parcours de Roland-Garros et que pour la première fois de sa vie, il pourrait se qualifier pour les 8e de finale. Alors c'est important et pour l'instant, aucun des deux joueurs n'a vraiment, je dirais, lâché ses coups, ne s'est véritablement décontracté sur ce central. Quoi qu'il en soit, cette partie ne se terminera pas ce soir. Elle devrait cesser aux environs de 21h30. 1 heure de jeu encore et la partie ne sera sans doute pas terminée.
Mais alors Jean, de toute façon la pluie a empêché beaucoup de rencontres aujourd'hui. Steffi Graf s'est quand même qualifiée très rapidement ce matin. Ah oui, Steffi Graf en moins d'une heure s'est qualifiée. Il y a eu malheureusement l'élimination chez les féminines de la française Sophie Amiach. Victoire d'Agénor, l'haïtien de Bordeaux, qui a éliminé la tête de série numéro 7, Tim Mayotte, l'américain. Quant à Boris Becker, lui, entre les gouttes, il s'est qualifié en 3-7 assez facilement. Et Berger aussi, Jay Berger, l'américain, qui sera le prochain adversaire d'ailleurs de Florian ou de Tulane, selon le vainqueur. Alors, comment est-ce que Philippe Chatrier et les organisateurs vont faire pour rattraper le retard imposé par la pluie? Alors pour l'instant, Christine, rien n'est trop grave. Bon, il y a eu quand même quelques rencontres qui ont pu se terminer. La rencontre Agénor-Mayotte était un rattrapage de la journée d'hier. Je dirais un match qui a duré 23 heures. Les rencontres vont être reportées demain. Je dirais que les organisateurs se donnent à peu près 24 heures d'avance à chaque fois. Donc il a plu aujourd'hui, rien n'est encore trop grave. Cela deviendrait beaucoup plus inquiétant si demain la pluie persistait. Alors Laurent Cabrol nous dira tout à l'heure s'il pleuvra demain à Roland-Garros. Mais je vous propose de retourner brièvement à Pékin où il est donc maintenant 2h30 du matin. L'armée approche en ce moment de la place Tiananmen, d'après les dernières dépêches de l'agence France Presse. Les hommes, des dizaines de milliers de soldats, marchent au pas de course vers la place et il semble que la population a érigé des barricades aux alentours de la place en utilisant les barrières destinées à juguler la circulation. Depuis hier, près de 200 000 hommes de troupes avaient été massés près de la capitale chinoise. Je vous rappelle que sur la place même, depuis quelques heures, des centaines de milliers de manifestants sont à nouveau groupés pour soutenir la grève de la faim de 4 protestataires qui protestent donc contre la loi martiale et contre le régime chinois. Tout à l'heure, dans notre dernier journal, nous vous donnerons bien sûr les toutes dernières informations en provenance de Pékin, où se trouve toujours notre envoyé spécial Bruno Ledreff. Demain encore, si vous aimez le rock, rendez-vous demain soir sur Antenne 2 à minuit moins le quart avec Thierry Ardisson et ses lunettes noires pour la retransmission des récompenses décernées à New York par l'Académie du rock. Au programme Keith Richards, David Bowie et d'autres gloires du rock contemporain. Demain soir donc à minuit moins le quart. Très vite encore les pronostics de Pierre Elbrès pour le tiercé écarté plus demain à Auteuil, le 11, le 5, le 15, le 2, le 3, le 1, le 16 et le 8. Voilà, maintenant c'est au tour de Laurent Cabrol de vous parler du temps de demain dans un instant. Pour l'information, pendant le week-end, vous avez rendez-vous avec Daniel Bilalian et aussi Philippe Gassot. Voilà, très bon week-end sur Antenne 2.